Yasmine Chamy, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir dans les rencontres Afkar pour cette rencontre autour de votre livre Casablanca Circus. Avant de démarrer, je souhaiterais inviter Monsieur Saïd Hamidouche pour une introduction au sujet de autour de cette rencontre. Si Saïd. Je vous en prie. Merci. شكرا. مساء الخير. البداية نشكر الجمعية ديالنا جمعية أفكار على هذه المبادرة الطيبة باش تعرض على السيدة ياسمين الشامي باش تتكلم على آخر رواية اللي نشرتها. غادي نقول بعض الكلمات بالعربية وبعد غادي نكمل بالفرنساوية ونقول لكم علاش. نبدا بالعربية هي اللغة الرسمية ديال المغاربة مع الأمازيغية. مع العلم أن اللغة الفرنسية عندها واحد الدور ربما خاص هنا في المغرب. ربما ياسمين الشامي عندها موقف من هذا النوع. طلب من السيد الرئيس سي عزيز دادان صديقي العزيز هو قال لي الله يخليك انت اللي غادي دير التقديم في بعض الدقائق. السيدة ياسمين الشامي اختارت الدار البيضاء بالنسبة لها الرواية. والدار البيضاء عندها واحد الموقع خاص عند المغاربة وربما واحد العلاقة خاصة مع ياسمين الشامي. ياسمين الشامي اختارت الدار البيضاء واختارت كذلك اللغة الفرنسية باش تكتب الروايات ديالها وخصوصا هذه الرواية الأخيرة ديال كازابلانكا سيركوس. مادام اختارت اللغة الفرنسية غادي نكمل التقديم ديالي باللغة الفرنسية احتراما وتناغما معها. نعم بالعربي يعني. الرواية تتحدث طبعا غادي تناولها السيدة ياسمين الشامي. On parle et décrit une tranche de vie d'un couple. Mais, chérie, et en même temps, ce n'est pas juste le roman de ce couple. C'est plusieurs romans et plusieurs lectures que l'on peut avoir. Mais c'est aussi l'histoire de Casablanca. Je pense que la façon dont elle a décrit la ville de Casablanca, qui est une ville singulière dans notre pays, elle ne ressemble à aucune autre ville. C'est une ville qui n'existait quasiment pas il y a 120 ans, au début du XXe siècle. C'était un petit village de 20 000, 30 000 habitants, pas plus que ça. Elle est passée de 20 000 habitants à l'indépendance, où on était à 1 million. Il faut s'imaginer ce que c'est. 1 million, c'est des villes aussi anciennes que Fès, Marrakech. Il aura fallu toute l'histoire pour aboutir à 1 million d'habitants. Dans le Bénin, en 40 ans, elle est passée de quasiment 0 à 1 million. À l'indépendance. 20 ans plus tard, entre 1960 et 80, on est passé à 2 millions. Il y a encore 1 million qui sont venus. Dans les années 90, on est passé à 3 millions. Encore un autre million. C'est une transformation extraordinaire et en même temps d'une violence inouïe pour cette démographie. Les millions de personnes qui sont venues à Casablanca pendant la période coloniale, ils ne sont pas nés à Casablanca. Ils sont venus de tout le pays. Ils ont été aussi arrachés à leurs douars, à leur petit village, à des conditions de vie très difficiles pour venir ici à Casablanca. Peut-être on va regarder l'histoire et le roman, qui est l'arrachement des gens d'un bidonville pour les ramener à l'extérieur. Mais si on regarde dans l'histoire de Casablanca, c'est des opérations par 1 million de personnes qui ont eu lieu dans des laps de temps très courts et qui a marqué et qui a fait que Casablanca n'est pas une ville comme une autre. C'est ce qui fait aussi que les Casablancais sont des Marocains, mais pas des Marocains comme les autres. On est Casablancais pas parce qu'on est né à Casablanca, pas parce que sa famille est à Casablanca, non. On est Casablancais parce qu'on est Casablancais, parce qu'on a habité cette ville et puisqu'on l'a aimée.
Dans d'autres villes, ce n'est pas le cas. La ville de Fès, ou la ville de Marrakech, ou le Rif, par exemple, on est rifin pas parce qu'on est né là-bas, on est rifin parce que ses parents sont rifins, parce que ses parents sont fessiers. Même si ces personnes ne vivent pas à Fès, même si le rifin vit en Hollande, mais sa première façon de se définir, c'est que vous l'avez à je ne suis pas hollandais. Alors que Casablanca, non. On n'est pas casablancais par naissance, on est casablancais par adoption. Ce roman, je l'ai trouvé extraordinaire parce que ça nous parle, et ça va parler à beaucoup de Casablancais. Je pense que la façon dont le sujet est appréhendé est tout à fait remarquable. Et tout ça, vous allez le voir dans la présentation qui va suivre. Et je voudrais dire aussi quelques mots sur Yasmine Chani. Yasmine Chani a eu un parcours exceptionnel. On a eu quelques éléments d'information dans la présentation. Ici au Maroc, on connaît assez bien le paysage académique français. Les grandes écoles, par exemple, sont assez bien connues ici au Maroc, chez l'élite en tout cas, comme les grandes écoles d'ingénieurs. Beaucoup de gens connaissent l'école polytechnique, l'école des mines, l'école centrale, l'école des ponts de chaussée, ou les écoles de commerce, HEC, CP, l'ESSEC. Des écoles très sélectives, très difficiles d'y entrer. Et ce qu'on connaît un peu moins, c'est que l'école peut-être la plus sélective et la plus difficile du paysage académique français, elle s'appelle l'École normale supérieure. Et en particulier l'École normale supérieure de Paris, celle qui se trouve rue d'Ulm. Et les normaliens entre eux, ils se disent, moi j'ai fait Ulm, on s'est rencontrés à Ulm, etc. Qui est l'école la plus prestigieuse et la plus difficile du paysage académique français. Et Yasmine Chani est diplômée de cette école. Je pense que c'est l'une des rares marocaines, peut-être unique, Non, il y a peut-être la première. Huria Sinasr avant moi. Voilà. Oui. Donc elles sont peut-être deux à être des normaliens, pour vous dire qu'elle a eu un parcours académique exceptionnel et qu'elle a complété par la suite avec des thèses et des études de sciences sociales et d'anthropologie. Chose qu'on retrouve d'ailleurs dans ce roman. Ce n'est pas juste la romancière, la femme de lettres, mais c'est aussi l'anthropologue et la chercheuse en sciences sociales qu'on retrouve à travers ce roman. Il y a aussi une dernière chose avant de redonner la parole à Anne. J'ai apprécié aussi, et j'avoue d'ailleurs que c'est le premier roman que je lis de Yasmine Chani. J'avoue, je la découvre avec ce roman. Je vais essayer de rattraper mon retard sur les 4 précédents romans qu'elle a déjà publiés. Ça fait déjà quelques années. Mais à noter aussi la langue française qu'elle a choisie et le style particulier avec lequel elle écrit. J'avoue que j'étais un peu désarçonné. Je prends un peu plus de temps, un peu plus de quelques minutes. Quand j'ai commencé le roman, d'ailleurs, à la première page, je me dis, il y a peut-être un problème technique ou un problème de ponctuation. La première phrase fait 29 lignes. C'est le début de... Je me suis dit, il y a un problème. Peut-être que l'impression, il y a des points, l'impression qui ont sauté. Non, j'ai relu, non, il n'y avait aucune erreur. Je me suis dit, comment on peut trouver le rythme pour lire Mais par la suite, c'est comme une musique. Une fois qu'on s'habitue au rythme de cette musique, on apprécie la langue. Et les gens qui arrivent à produire ça, à part Marcel Proust, eux qui étaient célèbres, lui qui était célèbre pour ses longues phrases, c'est un exercice d'une difficulté majeure. Il faut avoir une maîtrise extraordinaire de la langue pour pouvoir se permettre ce genre de liberté. Mais une fois que l'on a pris le rythme, on apprécie le style du Yasmine Chani, et j'avoue, et j'ai apprécié vraiment la langue telle qu'elle est manipulée, telle qu'elle est traitée, telle qu'elle est accompagnée, telle qu'elle est caressée par Yasmine Chani. Et la lecture se passe de façon extraordinaire. Et j'invite ceux qui n'ont pas encore lu ou terminé la lecture de continuer à lire. Et j'invite, comme je m'invite aussi, à aussi lire les autres romans de Yasmine Chani. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté cette
Merci de m'avoir invitée, vraiment, je suis très touchée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Saïd Medouche, vice-président de AFCAR. Effectivement, une très belle entrée en matière. Ça résonne totalement dans la lecture que j'ai faite de Casablanca Circus également, puisque on a cette impression de plonger et tout à coup se retrouver en apnée sans s'y être préparé. En tout cas, c'est effectivement un ressenti que j'ai personnellement eu. Pour préparer cette rencontre, Yasmine Chamy, avec quelqu'un de votre calibre, il faut structurer les idées. Il y a tellement de choses, tellement d'émotions, tellement d'idées, de thématiques qui sont abordées que je ne pouvais faire autrement que préparer rigoureusement cette rencontre. Alors je me permets de l'articuler autour de certains points que j'ai notés, autour de certaines questions que je voudrais aborder avec vous. Pour moi, dans Casablanca Circus, Casablanca, c'est pas seulement une ville, elle devient une blessure clivante qui met dos à dos deux mondes qui s'opposent. C'est une lecture bouleversante qui interpelle, qui questionne sans aucune indulgence sur le pragmatisme et le statu quo. Il est question d'un ordre établi qui s'est tellement banalisé comme faisant partie d'un décor au point qu'il ne dérange plus, sauf lorsqu'on le met sous le nez de ceux qui ne veulent pas s'en indigner. Casablanca, dans votre roman, c'est un géant aux pieds d'argile qui est à la fois magnifique et brutal, clémente et sans pitié. Pourquoi cette ville produit-elle, selon vous, autant de contradictions ? Je crois que c'est profondément lié à l'histoire urbaine de Casablanca que M. Medouche a évoqué rapidement, effectivement. C'est-à-dire cette ville qui grossit comme une matrice incontrôlable, en fait, du fait d'abord de l'infraction coloniale, parce que quand les Français sont arrivés au Maroc, ils ont développé des industries autour des carrières de sable en particulier, mais pas seulement. Et donc, ils ont eu besoin de faire venir des travailleurs. Et donc, les gens ont appris qu'il y avait du travail et ils sont venus de partout, de la Cheouia, du Harb, du Rif, effectivement. Et donc, Casablanca est une agrégation, elle fonctionne par couches successives, par sédimentation, en fait, de populations qui, au départ, sont souvent des populations qui ne sont pas forcément urbaines. Et donc, il y a le double choc, en fait, de l'arrachement au terroir, avec des modes de vie, en fait, liés à un paysage naturel de campagne, de montagne, de vallée, mais peut-être pas urbain. Donc il y a la réalité urbaine, et puis c'est une violence, c'est un choc. Et j'ai beaucoup travaillé sur le pays urbain à Casablanca, et ça continue, c'est-à-dire qu'il y a toujours en fait ces arrivées de populations qui passent par une espèce d'étape de métamorphose, de transformation, qui ne sont pas accompagnés dans la transformation et qui, au fond, deviennent des urbains au bout de 2 générations. Donc, il y a cette réalité-là. Et puis, il y a, en fait, l'idée que la ville ne disposait pas d'infrastructures pour accueillir les gens. Et donc, au fond, elle s'est construite un peu comme ça sur le tas, au gré des flux de personnes agrégées. Et donc, ça crée à Casablanca, il y a quelque chose de très addictif dans cette ville, pour moi en tout cas, il y a une fraternité extraordinaire. Ce que je veux dire, c'est que quand on comme moi, on est accro. Moi, je suis accro au centre-ville de Casablanca et puis aussi au quartier populaire et périphérique. Et à chaque fois, je suis frappée par l'accueil. C'est-à-dire, en fait, j'ai fait beaucoup d'entretiens. À Sidi Moumen, à Sidi Atmen, Msika, Moulay Rchida, Al-Brnossi, Ain Chouk. J'ai beaucoup travaillé aussi pour la télévision marocaine. J'ai produit des documentaires et des émissions pendant de longues années. Et on arrivait avec tout l'appareillage, en fait. Les caméras, les perches, c'est agressif. Hein, c'est un peu comme des... Puis les caméramans, ils n'étaient pas très doux. Ils arrivaient, ils posaient ça comme un pistolet devant les gens. Et je passais mon temps à dire, mais attention, la parole n'est pas due. Elle se gagne, la confiance se gagne, c'est doucement, il faut aller vers les gens et les faire accepter de se montrer, de parler. Et en fait, très vite, l'ouverture se faisait. Ça m'a beaucoup frappée, et puis avec un accueil vraiment... Vraiment, pour moi, les Casablancais, ils sont fraternels. Et à côté de... Alors, je refuse, bien sûr, l'essentialisation d'un peuple fraternel versus une bourgeoisie carnivore,
cannibale, mais il n'empêche qu'il y a quelque chose un petit peu... parce qu'à côté de ça, on a une véritable... on a des élites urbaines casablancaises qui, elles, sont d'anciennes élites urbaines, hein, soit de Fès, soit de Tanger, soit de Marrakech, soit de Rabat, et qui sont arrivés avec un capital social, un capital économique, effectivement. Capital culturel, et qui ont pris le pouvoir sur la mécanique de développement de la ville, aux côtés des autorités, bien sûr. Et donc, il y a comme une sorte de... Et ces élites, elles se sont... au fur et à mesure de l'évolution de la société, mais aussi au fur et à mesure de l'évolution du monde, parce que l'évolution du monde, c'est une évolution profondément néolibérale, financière. Nous sommes dans des économies extractivistes, en fait, qui arrachent l'homme à son milieu, puis qui arrachent le milieu à l'homme, et Casablanca ne fait pas exception. Et donc ces élites-là, elles ont, au fur et à mesure, au départ c'était des élites nationalistes, et donc il y avait quand même ce discours inclusif, d'abord de construire la nation Maroc, de la reconstruire après qu'on ait été dépossédé de notre indépendance, et puis de la recouvrer. Et puis après, il y avait quand même un souci, il y a eu quand même une gauche marocaine très active, et ces élites, elles adhéraient à des partis politiques de gauche, elles avaient à voir avec le roman national de l'indépendance, et donc elles étaient profondément liées à des valeurs, qui étaient des valeurs plus inclusives. Et au fur et à mesure des générations, on assiste en fait à un décrochage. C'est-à-dire qu'on a des élites qui sont davantage technocratiques, moins politiques, et à Casablanca qui sont devenues affairistes, où l'argent est vraiment devenu le moteur de l'ascension sociale et le moteur de la distinction sociale, comme dit Bourdieu. Et donc là, on se retrouve avec deux mondes face à face, un monde extraordinairement vulnérable et paupérisé, hein, qui rappelle un peu Rio de Janeiro, qui peut rappeler Mexico, qui peut rappeler Bombay, qui peut... et de l'autre côté... vous avez cette colline d'Anfa avec des habitations improbables, en fait, hein, d'un luxe extraordinaire. On n'imagine pas, avant de pousser la porte de ces lieux-là, comment les gens vivent. Hein. Et donc, et moi, je me suis beaucoup intéressée, parce que j'ai quand même grandi là, je me suis intéressée, je me posais toujours la question des gens qui venaient travailler dans les maisons, c'est-à-dire qui traversaient les quartiers populaires de Casablanca pour arriver tôt le matin dans ces maisons, en repartir à la tombée du jour et à nouveau affronter la traversée de la ville pour se retrouver dans des lieux qui n'avaient rien à voir avec ceux dans lesquels ils se rendaient utiles toute la journée au confort de certains. Donc en fait, il y avait vraiment... Le point de départ de Casablanca Circus, c'était ce circus-là, c'est-à-dire au fond ce circuit. Et ce circuit... en même temps, ce qui me frappait beaucoup, j'ai grandi, j'ai quand même... je vais avoir 60 ans en juin. Donc j'ai connu l'écrasement des révoltes populaires de Casablanca, j'ai connu les émeutes du pain, par exemple, hein, qui ont été sauvagement écrasées, et la punition de la ville par les autorités aussi politiques. Donc il y a eu un moment où Casablanca a été lâché, c'est-à-dire on l'a vécu, nous les Casablancais, et on l'a vécu dans le Tchèr. La ville n'était plus... le bien-être des habitants n'était pas du tout un enjeu, en fait, des politiques urbaines. Ces habitants-là étaient punis parce que c'était des rebelles, en fait. C'est une ville rebelle, Casablanca, profondément. Elle est fraternelle, elle est rebelle, et elle est profondément populaire, en réalité. Et là, il y a cette espèce de classe sociale greffée sur le tissu urbain, mais qui en même temps l'alimente, le nourrit, parce que ces gens-là, quand même, ils produisent, ils emploient, mais d'une manière très... Et comme j'évolue dans les deux mondes, je crois que j'écris ce livre presque pour me comprendre aussi, pour sentir, je ne vais pas dire pour apaiser une révolte, mais il y a une révolte profonde, en fait. Je crois que j'avais une sorte de mépris pour ces élites, en fait, pour leur inhumanité. Il y a quelque chose de très inhumain. Il y a quelque chose qui s'est détaché. Les gens se sont détachés de leur propre humanité et ils ont été happés par la matérialité, par la matière du monde, en fait. Alors que Casablanca, c'est une ville qui défie la matière. Les Casablancais, le peuple casablancais, il défie la matière. Il se débrouille. Il y a un artiste marocain que j'adore, je ne sais pas si vous le connaissez, il est décédé l'an dernier, Mohamed Elbez. Et le titre de son œuvre, c'était « Bricoler l'incurable ». Et moi, je trouve que les Casablancais, ils bricolent l'incurable. Et j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour ça. Alors, justement, ça me tend une jolie perche pour ma prochaine question, parce que justement, je me demandais quand est-ce que vous avez compris que ce livre devait absolument être écrit. En fait, c'est un livre
quand j'ai écrit mon premier titre, Cérémonie, qui a été publié chez Actes Sud, j'ai rencontré mon éditrice, qui est une partenaire de vie, une sœur aujourd'hui, Eva Chanet, et je lui ai annoncé, et je lui ai dit, écoute, mon prochain livre, c'est Casablanca Circus, j'ai déjà le titre, j'avais 27 ans. Et en fait, j'ai écrit des autres livres, je n'ai pas écrit ce livre-là, parce que la vérité, c'est que c'était un livre qui me dépassait. C'est-à-dire que pour produire le livre qui rendrait justice à cette ville, en fait, le livre qui dirait la ville sans le grand risque, en fait, d'une littérature plus ou moins engagée, ou en tout cas qui porte un regard quasi sociologique sur la réalité, c'est de manquer son objet, en fait. C'est de ne pas produire une œuvre littéraire qui place, en fait, son objet dans le champ littéraire. C'est de le mettre ailleurs. Ça ne m'intéressait pas de produire un livre de sociologie sur Casablanca. Ce que je voulais, c'était restituer, j'ai envie de dire, la pulsation de la ville. C'est-à-dire, c'est que le lecteur, organiquement, dans son corps, il sente Casablanca. C'est pour ça que les phrases sont... La première phrase, elle est... Effectivement, il y a une espèce de... C'est comme une espèce de prologue, en fait, au livre. Et c'était très volontaire, cette absence de ponctuation. C'était pour faire rentrer dans le circus, en fait. On est comme dans une transe à Casablanca. Dans un manège. C'est un manège, et c'est une transe tourbillon, aussi. oui. C'est une ville qui opère comme une transe, parce qu'elle vous prend. Elle vous prend et elle vous broie, elle vous malaxe, elle vous transforme profondément. Et au fond, elle fait la loi. C'est une ville qui fait la loi. Mais il y a des lois dans Casablanca. Et en fait, évidemment, c'est un livre qui raconte en fait l'affrontement des mondes aussi, et des fois leur rencontre inespérée. C'est aussi une ville de miracles. Oui, j'avais bien noté ce passage-là. Et en écrivant ce roman, est-ce que vous avez eu parfois le sentiment d'écrire contre le silence ? Eh bien, c'est un objet silencieux en littérature. Dans la littérature marocaine, Casablanca, elle est pratiquement inexistante. Alors bon, j'écris en langue française, on en parlera peut-être plus tard, mais bien sûr, j'ai regardé ce qui avait été écrit en arabe, mais il y a... il y a des livres sur Casablanca qui sont des livres importants, mais il n'y a pas eu de livres qui disent de l'intérieur les deux mondes. Les mondes dans les mondes. Vous voyez ce que je veux dire ? Les villes dans la ville. Le propos, c'est que Casablanca est protéiforme, en fait. D'ailleurs, je pense souvent aux gens qui la gèrent et je me dis comment ils font, parce que c'est très, très compliqué. Là, on est confronté, par exemple, à la percée de cette avenue royale entre la Grande Mosquée et qui traverse la vieille Médina, et ça produit... C'est un cataclysme, en fait, pour les Casablancais. Pour les quartiers populaires, c'est un cataclysme. Et cette percée-là, elle est emblématique pour ces quartiers-là aussi, de l'injustice, en fait. C'est-à-dire, au fond, de la dévoration par les enjeux politiques et matériels de la vulnérabilité de ceux qui habitent ces quartiers-là. Donc, en fait, évidemment, c'est étonnant que l'actualité de la ville rende ce texte, en fin de compte, d'une actualité que je n'aurais pas soupçonnée quand je l'ai écrit. Je l'ai écrit il y a 3 ans. Et en fait, il y a même des gens qui m'ont demandé s'il n'y avait pas un délit d'écriture, un délit d'initié d'écriture. Au fond, j'aurais été au courant. Non, je n'étais pas au courant. Mais je sentais bien que ça venait. Alors, Yasmine Chamy, vous devancez mes questions, puisque la suivante était vous montrer une ville où la modernité peut parfois devenir une forme d'effacement humain. Le sujet est criant d'actualité, puisqu'on assiste aujourd'hui à des démolitions à grande échelle de quartiers entiers dans plusieurs villes du royaume, pas uniquement à Casablanca. Pensez-vous que les villes aujourd'hui sacrifient la mémoire au nom du progrès ? Alors moi, je m'interroge beaucoup sur la notion de progrès. Vous savez qu'en Occident, ils en reviennent beaucoup, parce que le progrès, c'est une notion qui a été construite sur un progrès technologique, en fait. Comme si, en fait, le bien-être matériel était, au fond, l'alpha et l'oméga. Ou le Graal. Oui, du développement, ce qu'on appelle les politiques de développement humain et urbain et économique. Et je crois qu'aujourd'hui, on s'aperçoit ailleurs, malheureusement, nous n'avons pas appris la leçon, que le tissu urbain, c'est-à-dire l'urbanité, en français, ça veut dire, l'urbanité, ça veut dire aussi la capacité à vivre ensemble. Et c'est comme SWAB chez nous. SWAB, ça vient d'une série d'interactions sociales qui se sont cristallisées dans le temps, longtemps. Il y a des matrices pour les codes sociaux, en fait, et qui permettent l'organisation d'un vivre ensemble relativement harmonieux pour tous. Quand on vient et qu'on découpe
là, on le fait avec je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est des tracts, quoi. C'est hyper violent, en fait. Hein. On éventre la ville et on éventre les tissus sociaux. On éventre, en fait, les solidarités et c'est aussi l'histoire de la ville qui disparaît. Par exemple, la disparition du quartier de Karian Central à Haïn Mohammadi avec rien, en fait, hein, de prévu. Moi, je me rappelle, j'avais tourné avec les habitants, ils disaient qu'ils voulaient un musée, que Derboulaye Shrif devienne un musée, qui avait été un lieu de torture, en fait, pour les militants de gauche. Et donc, en fait, il n'y a absolument aucun égard pour les mémoires urbaines transportées par des générations de Marocains qui ont contribué à l'histoire de la ville, qui ont contribué à l'histoire du pays et qu'on silencie. Et donc, je ne sais pas ce qu'on appelle le progrès, mais il doit y avoir une manière de vivre mieux matériellement sans détruire la matrice collective qui fait qu'on est ensemble et qu'il y a un peuple de Casablanca quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Il y a une manière de respecter l'existence qu'on n'a toujours pas trouvé. Je crois qu'il n'est même pas un enjeu en fait. Hein. La brutalité avec laquelle s'opère, moi j'appelle ça les exactions finalement. Hein. On voit bien que l'enjeu n'est absolument pas humain. L'enjeu il est ailleurs. Il y a un enjeu de représentation, la ville se mondialise parce qu'elle doit devenir une vitrine pour 2030, entre autres. Et puis, donc en fait, toujours cette gestion par l'extérieur d'un pays qui en fait existe à l'intérieur de sa réalité. Et il y a aussi il y a une indifférence finalement profonde au mode de vie et aux vulnérabilités. Et je pense que c'est très grave. Pour moi, c'est très grave. Et c'était un petit peu, ce roman a été écrit aussi contre ça. Tout à fait. D'ailleurs, tout au long du roman, on ressent un violent tiraillement, quelque chose de quasi existentiel, une anxiété qui redoute la trahison des idéaux par le pragmatisme. Quelles autres émotions avez-vous voulu faire ressentir au lecteur et pourquoi? En fait, j'ai voulu aussi, une de mes préoccupations, bien sûr c'était cela, tout à fait, mais c'était aussi de montrer la collusion très importante et souvent patriarcat, l'ordre patriarcal et l'ordre néolibéral. C'est-à-dire la violence qui s'exerce sur le corps de la ville n'est pas très éloignée de la violence qui s'exerce sur le corps et la psyché des femmes. Et on voit bien comment May, qui incarne une forme de résistance, et pourtant elle est dotée. C'est une grande bourgeoise, elle est historienne, elle a des atouts en fait, hein, donc elle ne fait pas partie des femmes les plus écrasées. Mais elle va tisser des liens quasi évidents avec les femmes du bidonville, en particulier avec une femme très marginale qui est une mère célibataire. Et en fait, la manière dont May, avec sa mère qui est avocate, et pourtant qui elle-même est une bourgeoise matérialiste, mais il y a comme ça des espèces d'éclats à Casablanca, c'est vrai que ça existe, des gens qu'on détesterait et qui tout à coup vous montrent une part d'eux qui vous attendrit, vous dit tiens, il y a quelque chose à sauver. Il y a toujours de l'ombre et de la lumière. Oui, toujours, oui, c'est une ville, oui, tout à fait. Et en fait, elles vont s'allier pour extraire avec douceur, en fait, Zahra et sa fille du bidonville. Et en fait, c'est l'opposition entre deux manières de procéder. L'extraction par des femmes, lentes et accompagnées, en fait, d'une mère et sa fille qui tiennent au bidonville par toutes leurs fibres, parce que c'est un bidonville. On voit le dénuement quand on voit le bidonville. Mais quand on rentre dans les bidonvilles, moi j'y suis beaucoup rentrée, j'ai fait beaucoup de terrain. Et vous savez, faire du terrain, ça ne veut pas dire aller juste regarder les gens. C'est qu'en fait, on se lie et on les regarde et ils vous regardent aussi. Les chercheurs aiment bien se présenter comme tout puissant, objectif. On n'est pas du tout objectif. Quand on rentre dans un bidonville, on est assailli par l'odeur, par la matière. Moi, je me rappelle, les serrettes, elles étaient un peu humides parce que puis souvent, il y avait la boue qui remontait quand il pleuvait. Donc, en fait, il y avait des grains de terre partout. Et puis, il y avait les guirlandes clignotantes. C'était l'aspiration à la beauté, les fleurs en plastique. Il y avait les couvertures colorées. Il y avait la générosité du thé offert. Et puis, les histoires de vie qui vous empoignent. Et donc, en fait, il y a dans les bidonvilles une vie intérieure, une vie forte et de la joie. Il y a de la joie dans les bidonvilles, il n'y a pas que de la misère. Et en réalité, c'est ça qu'on écrase. On écrase des liens, on écrase des solidarités, on écrase des bricolages qui permettent de survivre, on écrase des itinéraires aussi. C'est-à-dire... Petit souci technique. Je sais pas. C'est pas grave. Ça peut arriver. Ça arrive. Alors, justement, Yasmine Chami,
votre regard sur les bidonvilles, il est profondément humain et ce que vous décrivez, c'est ce qui a permis cette justesse dans l'écriture parce que vous êtes très loin du misérabilisme, vous mettez l'humain au centre de votre écriture et vous, justement, vous essayez de faire la lumière sur des aspects qui sont... qu'on ne voit pas délibérément, soit parce qu'on s'y intéresse pas, soit parce que on n'a pas l'occasion de faire connaissance et d'aller vers ces gens-là. En fait, en réalité, le pire pour moi en littérature, c'est d'objectiver les classes populaires. C'est-à-dire, c'est de dépouiller les personnages de leur dignité. Et c'est ce que je déteste. Pour revenir à la littérature d'expression française, je déteste le fonds de commerce que certains écrivains francophones marocains font d'une forme de misère sociale. Ça me dégoûte profondément. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à écrire ce livre. Parce que comme j'écris en français, et ce n'est pas un choix, c'est un héritage d'abord familial, parce que ma grand-mère maternelle est française, et aussi colonial, c'est la vérité. Et les élites marocaines ont choisi à un moment, après l'indépendance, de scolariser les enfants, certaines élites, dans les lycées français, parce que c'était la culture dominante et que ça permettait de maintenir des positions au sein de la société marocaine et puis effectivement d'acquérir des savoirs qui nous manquaient. On a bien compris en étant colonisé qu'on était plus faible, donc il fallait devenir fort. Et pour devenir fort, on va puiser sa force chez les autres, c'est normal. Et donc, bien sûr, ça m'a manqué d'écrire en arabe. J'aurais aimé écrire ce livre en arabe, franchement. Et donc, je l'ai écrit en français contre... J'ai dû en plus intégrer dans l'écriture quelque chose qui détachait... Je voulais que mon livre soit puissamment détaché de toutes les récupérations et de tous les stéréotypes misérabilistes que l'Occident et que la France en particulier, dans sa réception des livres d'auteurs francophones, restitue. Oui, en fait, imprime sur la lecture de ces livres-là. Et ça a tellement bien réussi qu'effectivement, alors que je suis parée en septembre, j'ai été nominée pour aucun prix, sauf celui de Gisèle Halimi, mais j'ai été destituée parce que j'avais pris position pour la Palestine. Donc en fait, j'ai gagné, mais je l'ai perdu après. Et en fait, c'était pour moi une grande récompense parce que ce livre a été une contrariété dans les milieux germano-pratins. C'est-à-dire que tous les entretiens que j'ai eus, que ce soit avec Le Monde, Le Figaro, machin, c'était dérangeant. Mais pourquoi, mais ces femmes, pourquoi est-ce que vous ne racontez pas comment elles sont écrasées? Non, parce qu'elles ne sont pas écrasées par les hommes. C'est pas les hommes qui les écrasent. C'est exactement comme ailleurs. Ce qui écrase, c'est le patriarcat. C'est un système en fait social. C'est une structuration de la société. C'est un ordre établi. Bien sûr, qui est quasi universel et qui emprunte des formes diverses selon les sociétés où on se trouve. Et en fait, bien sûr, ce qu'ils attendaient, c'était l'islam, c'était voilà. Oui. Et donc voilà. Et bien, il y a des gens qui jouent ce jeu-là. Moi, ça m'écoeure. Donc effectivement, écrire en français, c'est un petit peu, en même temps, dans la langue, il y a une défiance. Et donc j'invente en fait, j'essaye. Je suis pas sûre de réussir, mais j'invente la langue de cette défiance. J'invente une langue qui ne soit pas une langue française, mais qui est une langue française qui porte nos histoires à nous de manière, j'ai envie de dire, complètement viscérale. Voilà, c'est une langue viscérale en fait. Pour moi, c'est une langue du Maroc au même titre que la langue arabe ou que l'amazigh. J'essaie d'écrire cette langue-là. On se l'approprie à notre façon. Oui, un peu comme a essayé de faire Khaireddine en fait. Hein. Cette espèce de férocité. Lui, il passait par la férocité. Moi, j'ai pas ce tempérament. Et donc, c'est le contraire. Je passe par une sorte de douceur. De douceur rebelle. Ouais, voilà, complètement. Et qui enveloppe et qui oblige le lecteur à venir de l'autre côté. Et c'est fou parce que quand je suis allée présenter le livre en France, eh ben, les lecteurs, ils ont compris. Les institutions ont refusé, mais les lecteurs, ils l'ont compris. Et ils l'ont vraiment ressenti. Et c'est revenu à chaque fois, dans les librairies, dans les rencontres, dans les festivals littéraires, auprès du public, ça a été complètement intégré. Je voudrais revenir sur la thématique du retour au pays. Une expression qui m'a énormément fait réfléchir sur l'identité marocaine dans votre livre, c'est à travers le personnage de Chérif. Vous parlez de rentrer au Maroc pour devenir ce que nous sommes. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'à l'étranger, l'identité est incomplète? J'ai beaucoup travaillé... alors je reviens toujours à mes expériences de sociologue, évidemment, c'est parce que ça me tient à la peau, mais j'ai beaucoup travaillé avec un sociologue algérien que j'adorais, qui s'appelle Abdelmalek Seyad, qui est le maître de la sociologie de la migration. Il a écrit des textes absolument magnifiques sur la double absence. C'est-à-dire que la migration, en tout cas des classes populaires, j'ai beaucoup travaillé dans la cité des Bosquets à Montfermeil, j'ai beaucoup travaillé au Minguette à Lyon avec les populations migrantes,
c'était mon terrain, avec les femmes migrantes, et donc avec forcément les familles. Et c'est peut-être de là qu'est venu le désir d'écrire Casablanca Circus aussi. Parce qu'il y a la migration à Casablanca, et puis après il y a la migration dehors. Quand Casablanca ne suffit plus à assouvir les désirs d'extraction sociale de certains, et qu'en fait le pays est défaillant. En plus, j'ai été voir les accords de main-d'œuvre signés à l'indépendance du Maroc, hein, et la manière dont les Marocains ont été livrés, en fait, une deuxième fois, finalement, aux besoins du développement français. Donc, bon, c'est une autre histoire. Et en fait, pour revenir à votre question, ce qui est très douloureux, ce qui a été très douloureux pour moi dans l'écriture de ce livre, et ce qui était très important pour moi, c'était effectivement d'affronter ce que le départ du Maroc produit, pas seulement dans la psyché, mais même dans le corps. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le roman, quand Mai revient, elle porte dans son corps le fait qu'elle a vécu ailleurs. Parce que le corps enregistre les codes des autres, en fait. Et puis, de toute façon, parce que la bourgeoisie casablancaise, occidentalisée, elle porte en elle aussi les codes des autres. Et d'ailleurs, quand vous voyez, il y a une bourgeoisie traditionnelle et puis il y a une bourgeoisie très, très occidentalisée. Et moi, par exemple, quand les flics m'arrêtent, ils pensent que je suis européenne. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça me questionne à chaque fois. Et je réponds, bien sûr, je parle parfaitement l'arabe, bien sûr. Et donc, en fait, je réponds, et à chaque fois, c'est un petit choc, même les douaniers à l'aéroport. Vous voyez ce que je veux dire? Et je me dis, je transporte par-devers moi, bon, d'abord, ma mixité, bien sûr, mais aussi, quand même, quelque chose du fait que j'ai vécu très longtemps à l'étranger. J'ai vécu 17 ans, en fait, entre la France et les États-Unis, avant de rentrer au Maroc, et d'y élever mes enfants, c'est un choix. Et effectivement, je crois que quand on est loin, quand on est éloigné, on a un lien viscéral à son pays, mais ce lien est contrarié et il est empreint de fantasmes. Il est aussi empreint de représentations négatives qui sont du fait aussi de la culture dans laquelle on est immergé et qui petit à petit peut vous happer et vous décrocher de la réalité vécue par ceux que vous aimez sur votre terre. Et donc il y a dans la migration un effet de décrochage évident en fait, hein, et donc de transformation du lien à la terre natale, oui. Ce roman, il pose aussi une question troublante, c'est est-ce qu'on peut rester fidèle à ses valeurs quand le système récompense le compromis? Et je trouve que c'est un vaste sujet qui est à l'entrecroisement de la philosophie, de la politique. Qu'est-ce que vous en pensez? Et ça donne beaucoup à réfléchir dans votre livre. En fait, en réalité, la première fois que j'ai pensé à Casablanca Circus, donc j'avais 27 ans, et j'avais relu pour la 4e fois La Comédie humaine. Et bien sûr, j'avais relu au sein de La Comédie humaine Illusion perdue de Balzac. L'histoire de Jeanne de Rastignac, ce jeune aristocrate de province qui arrive à Paris et qui en fait découvre les turpitudes sous la houlette d'un personnage qui s'appelle Vautrin et qui est un type sans foi ni loi en fait, qui lui fait un petit peu son éducation et qui lui dit pour réussir, voilà comment il faut que tu deviennes. En gros, il faut que tu deviennes une crapule ou alors il faut que tu sois un génie. Il n'y a pas d'autre solution. Soit on est une crapule, soit on est un génie. Et il n'y a pas beaucoup de génies. Et donc, la solution, c'est de devenir une crapule. Et en fait, devenir une crapule, c'est pas forcément être un assassin ou un bandit de grand chemin. C'est l'érosion des valeurs. C'est la lente érosion des valeurs et c'est la série de tout petits compromis qu'on fait avec soi-même. Et en fait, Cherif, c'est un homme. Donc, en fait, il pèse sur lui le poids du patriarcat. C'est-à-dire l'injonction faite aux hommes de réussir socialement. Et donc, le personnage de Cherif, je l'ai construit avec beaucoup d'empathie. Avec beaucoup de... Il n'y a pas un regard qui juge. Il y a vraiment l'opposition entre May, qui est une femme, qui est une grande bourgeoise. Elle a déjà tout. Elle a rien à prouver, en fait. C'est ça le problème. Et donc, elle peut, comme son père à elle, qui est médecin à l'hôpital public, qui fait ce choix, elle a le luxe, quelque part, c'est presque un luxe, en fait, hein, de coller à son humanité et de coller à ses valeurs. Alors que Cherif, il arrive dans cette ville, et puis il est marié à cette femme qu'il adore, en fait, hein, et elle vient d'un milieu, et il veut lui assurer un mode de vie, il croit, il est encore dans cette logique. Il a des choses à se prouver à lui oui, et à son entourage aussi. Voilà, c'est ça. En fait, lui, il a un frère qui a fait un autre choix, qui lui aussi est médecin dans le service public, le personnage de Hetman, et en fait, il est passionnant, cet homme-là. Il est d'ailleurs très développé dans le roman, parce que c'est l'autre possibilité, il y a toujours une autre possibilité. Mais Cherif, il a une ambition, il a un gros ego,
Et il veut exister dans cette ville, et puis il tombe sur ce cousin de May qui est un promoteur immobilier. Bon, j'ai pas une grande empathie pour les promoteurs immobiliers, mais et donc en fait, et qui incarne en fait, lui aussi il est blessé. Il vient de Fès, il est arrivé comme un petit bourgeois provincial de Fès, il a été humilié par cette grande bourgeoisie très arrogante casablancaise d'argent que je connais bien, et qui est extraordinairement arrogante. Il faut imaginer, même quand on est né là-dedans et qu'on vit là-dedans, dès qu'on Vous pouvez ressentir cette arrogance. Oui, oui, bien sûr, dès qu'on fait un écart, dès qu'on n'adhère pas au système de valeurs et de représentation qui fait de l'argent le veau d'or, quoi, qui fait que eh bien, l'argent vous définit et vous détermine, vous êtes jugé, vous êtes ostracisé, c'est très très difficile. Donc en fait, Chalif, il est là-dedans. Et ce qu'il veut, c'est exister pleinement. Il veut faire partie de ceux qui comptent dans la ville, en fait. Et il est pris, il se retrouve pris au piège. Mais elle l'a épousé parce qu'il venait pas de son milieu. Et elle se retrouve avec un homme qui ne rêve que d'une chose, faire partie de ce milieu-là. Et donc elle se sent trahie. Et l'incompréhension se met en route dans le couple. Et en fait, ce sont bien sûr les deux pôles de la ville qui s'affrontent au sein d'une même classe sociale, paradoxalement. Justement, May, elle semble chercher une vérité humaine qui est plus profonde que les discours politiques et les injonctions économiques. Tout à fait. Est-ce que, d'une certaine manière, c'est votre regard dans ce roman? Vous savez, Flaubert, il a dit « Madame Bovary, c'est moi ». Je crois qu'on est dans tous les personnages. Parce que pour rendre vivant un personnage, on doit l'habiter. Et même les personnages que j'aime pas, je les habite. Et je pense qu'ils sont aussi une part de moi. C'est la part de moi que j'ai lâchée. Que pour me construire, j'ai décidé de ne pas habiter. C'est la part qui aurait pu être moi et que j'ai... c'est une forme de déconstruction? Oui, c'est que j'ai jeté à la poubelle. Celle qui aurait pu rejoindre ce monde de l'arrogance, celle qui aurait pu vouloir faire partie de ce milieu-là, celle qui aurait pu continuer à jouer de ces privilèges-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, on a toujours le choix. Donc on a toujours été tous ces gens-là. Et en fait, mais c'est certainement le personnage qui incarne au plus près la quête de justice, en fait, qui probablement au fond, d'une certaine manière, doit habiter, oui, je pense. C'est-à-dire qu'elle incarne en plus, elle est enceinte. Oui. Donc, elle est porteuse de vie. Et donc, elle incarne vraiment des logiques de vie qui sont portées à leur paroxysme, en fin de compte. Hein. Quand on porte la vie, on pense la vie, mais la vie, elle est organique et ce sont des liens très subtils, très ténus et très fragiles. Quand on est enceinte, on sent la fragilité de ce qu'on porte. Et on est déjà dans le maternage, c'est-à-dire dans la protection, exactement. Et donc toute son attitude, c'est pas pour rien qu'elle est enceinte et qu'elle tient des carnets de grossesse qui sont la deuxième voix à l'intérieur du roman, parce qu'il y a deux voix. Il y a la narration omnisciente et il y a en fait ce que May raconte à la fille qu'elle porte. Elle porte une fille en fait. Hein. Et en fait, elle lui dit le monde. Et elle lui dit le monde qu'elle veut pour elle en fait, qu'elle veut pour cet enfant, et le monde qu'elle ne veut pas pour elle. Alors justement, May prend à témoin son enfant à naître. Oui. Tout au long du livre, à travers ce carnet. Alors, est-ce que finalement ce livre, c'est pas un accouchement? Tous les livres sont des accouchements. Et c'est porté longuement, bien sûr. Oui. Puisque le carnet de bord, en fait, il illustre toutes les expériences et les péripéties de May pendant sa grossesse jusqu'à l'accouchement. Tout à fait. Alors, il y a ça, et puis il y a aussi, je ne sais pas si vous avez vu dans le livre, mais il y a une généalogie de femmes. Yemna, oui, qui est très très importante, qui est la nounou de May, qui l'a élevée, qui va élever son enfant et qui en même temps est elle-même mère, une mère sacrifiée parce que le temps qu'elle a consacré aux enfants de cette famille bourgeoise, elle ne l'a pas consacré à son propre fils. Et donc il a été sacrifié du fait de sa condition sociale à elle, de femme seule qui élevait un enfant. Et il est tombé dans la délinquance. Il tombe dans la délinquance et elle se retrouve à devoir élever sa petite fille. Et en fait, la fin du roman, bon, je vous la spoil, mais en fait, May et Yemna, et Lola, la petite fille de Yemna, que son fils a eu avec une Espagnole, les deux parents sont en prison, et Selma, la fille de May, se retrouvent à vivre ensemble dans une maison de femmes, en fait, hein, où la protection de la vie est au centre des préoccupations. Donc, en fait, il y a dans le roman des affrontements générationnels de femmes. May et sa mère, par exemple, ça va pas. Et puis sa vie, ça va de mieux en mieux. On voit bien l'immense tendresse de May pour son père. Et puis, progressivement, elle mûrit, en fait, et elle devient à son tour une femme, et elle confronte les contradictions de la société et les difficultés, et puis elle finit par comprendre, en fait, à quel point c'est complexe d'exister là-dedans, dans cette matrice casablancaise qui est rugueuse, en fait, qui déchire ceux qui en font partie. Et justement, ce qui est abordé avec une certaine approche héroïque, c'est cette thématique complexe de la condition féminine au Maroc.
Et j'ai ressenti très fortement cette... les femmes sont des héroïnes qui portent des capes, qui cherchent des solutions, qui se substituent à l'État, parfois. Oui, tout à fait. Pensez-vous que les femmes voient parfois plutôt les fissures morales d'une société et elles sont aussi les premières à les subir? Ah, complètement. Vraiment. Et ça, c'est du vécu. Je crois que les femmes mais dans toutes les sociétés humaines, parce que le patriarcat est extraordinairement étendu sur la planète. Étendu et écrasant. Oui. Et vous voyez bien avec l'affaire Epstein à quel point c'est compliqué de le défaire. Il y a quand même en France, par exemple, une loi qui a été votée, enfin, la présidente du Parlement français qui explique qu'on ne peut pas, en fait, incriminer les gens qui apparaissent, les élites françaises qui apparaissent dans le dossier Epstein. C'est incroyable, on n'en revient pas. C'est-à-dire qu'il y a des cercles de protection concentriques entre les pouvoirs et les déviances sexuelles et les dominations patriarcales. On le voit bien. Et le corps des femmes est un enjeu, toujours. Mais pas que le corps des femmes, leur psyché. Parce que souvent, les femmes, parce qu'elles sont justement plus vulnérables, elles ont... Alors, il y a deux possibilités. Soit elles deviennent terribles, elles deviennent vraiment cruelles, parce que justement, elles ne veulent pas faire partie de ces cercles de vulnérabilité. Et pour s'en extraire, elles sont terribles pour ceux qui sont vulnérables. Et on en voit. Hein, on voit des femmes qui sont terribles avec les personnels de maison, des femmes qui sont violentes avec les plus fragiles, avec leurs enfants. Ça existe aussi. Hein. Mais il y a aussi beaucoup de femmes qui sont des empathes, en fait, hein, qui entrent en empathie avec des vulnérabilités parce qu'elles-mêmes sont exposées dans la société à davantage de vulnérabilité que les hommes, et aussi parce que les codes de la réussite sociale, au fond, sont des codes héroïques masculins. Oui. Et en fait, supposent en fait, une hypertrophie de l'ego. En fait, pour réussir, il faut vraiment une hypertrophie de l'ego. C'est-à-dire qu'il faut penser qu'on est très très important, et c'est ce qui arrive à Chérif, et que ce qu'on fait va changer la destinée de millions de gens, en fait, hein, souvent. Ou alors on va s'imposer par son argent, par sa voiture, par sa maison. Et en fait, c'est le contraire des existences féminines invisibilisées, au fond, et des contributions invisibilisées des femmes qui, en fait, éduquent les enfants, cuisinent, font les courses. Bien sûr qu'elles travaillent, mais même quand elles travaillent, et même quand on a une femme ministre, si vous regardez, elles sont beaucoup plus humbles que les hommes. Elles disent « j'essaye, je tente, on verra si ça va marcher ». Les mecs, ils arrivent, ils disent « j'ai un plan stratégique, voilà, ça va faire comme ça, etc. » Ils sont convaincus que ça va... Et en fait, je caricature un peu, mais il y a chez les femmes une disposition, mais qui est culturelle. Elles sont élevées pour être patientes, pour être nourricières. On leur a expliqué que c'est leur premier rôle. Et tout, depuis les jeux de l'enfance jusqu'aux injonctions introjectées des parents, des familles, etc., font qu'elles sont dévouées. Et je crois que oui, j'ai essayé dans ce roman de rendre compte en fait de cette bipartition aussi de la ville. D'un côté, les femmes qui souvent nourrissent, réparent, ravaudent, font que les pièces détachées se recollent un petit peu, ça tient debout, on ne sait pas trop comment. Et puis de l'autre côté, les hommes qui pensent qu'ils bâtissent en fait. Qui bâtissent, mais qui, pour bâtir, n'hésitent pas à détruire. Tout à fait. Voilà. Et ça nous ramène à la thématique en fait, on sait à quel point les filets sociaux sont très fins et fragiles, notamment à Casablanca, mais on parle peu de la solidarité providentielle, Oui. que justement ces femmes-là, qui souvent, très souvent féminines, ces femmes-là se mettent ensemble et pour jouer un rôle qui, dans la plus grande discrétion, Tout à fait. peut changer des trajectoires de vie. Est-ce que vous pensez qu'on n'en parle pas suffisamment ou comment est-ce qu'on pourrait démultiplier cet impact-là? Moi, je vous avoue quelque chose, je travaille actuellement un essai sur ce qu'on appelle le matrimoine. Le matrimoine, en fait, c'est l'ensemble... Je travaille sur ce sujet avec un type formidable qui est le professeur Achille Mbembe. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un Camerounais qui a eu l'équivalent du prix Nobel de sciences politiques et sociales et qui est un type formidable. Et on travaille sur cette notion de matrimoine. Et en fait, c'est l'ensemble des pratiques invisibilisées des femmes qui soutiennent la possibilité de la vie. Mais dans les sociétés, sur les terrains de guerre, dans les milieux sociaux archi-vulnérables, il y a toutes ces contributions qui ne sont pas répertoriées, mais dans lesquelles comptent aussi tous les éléments du matrimoine. Les contes, les chansons, la transmission des traditions, la transmission des recettes. Oui, bien sûr, tous les archétypes du féminin. Et puis les pratiques, pas que les pratiques. Et l'idée, c'est de tirer... En tout cas, moi, en ce qui me concerne, le travail que j'essaie de faire, c'est, dans cet essai, de produire, en fait,
le concept du matrimoine et d'en tirer des valeurs politiques qui permettraient de renouveler totalement la conception de la pratique politique. Et que la pratique politique devienne qu'on arrive à se tourner vers des politiques publiques du soin. Et non pas du développement, du soin. Parce que le développement, en fait, n'est qu'un des aspects du soin. Alors qu'en fait, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on se développe et on dit après, on va take care of people. C'est le care, en fait. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est les philosophies du care, c'est-à-dire c'est les philosophies du soin. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut ramener le soin au centre des politiques publiques. Parce que la Terre est agressée. On arrive au bout d'un système écologique, les écosystèmes s'effondrent, on voit bien. Parce que les peuples sont agressés, il y a des génocides partout. Au Soudan, à Gaza, maintenant au sud Liban, au Congo. On voit bien, d'un côté, disons, l'avidité matérielle, la brutalité en fait, du capitalisme financiarisé, extractiviste, que Trump incarne, et puis Netanyahou aussi, à sa manière. Et puis de l'autre côté, ces populations éventrées, et des gens comme le docteur Mukwege, par exemple, au Congo, qui répare les femmes violées, qui met en place des techniques de soins particulières, initiées par ces femmes-là. Et c'est partout. Partout, on a des pépinières de soins qui se mettent en place pour permettre aux gens de survivre sur des terrains totalement déchiquetés par l'avidité et par la prédation généralisée. Et donc, je pense qu'il faut renverser en fait, l'équation et il faut peut-être penser le développement des sociétés humaines d'abord en termes de soins et ensuite en termes de développement économique, c'est-à-dire qu'il faut renverser les priorités. Et moi, je pense même qu'on est en train d'essayer de faire ça, de retravailler la notion de profit, et en indexant la notion de profit, non pas à la production marginale ajoutée, hein, mais finalement aux bénéfices en termes de soins ajoutés. Et ça pourrait transformer complètement en fait, les normes économiques. Je ne vois pas tellement comment on pourrait s'en sortir sans ça, c'est pas possible. Je pense que tous les modèles anciens ont atteint leurs limites. Oui, tout à fait. Mais bon, la prise de conscience est là, les alternatives sont en gestation. Tout à fait. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur la condition de la femme au Maroc, sur son évolution? Un regard ambivalent. Je suis très très fière quand même d'être une femme marocaine parce que je trouve qu'on est sacrément résiliente. Et je trouve que les femmes, il y avait à Casablanca, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur le mur de Marrakech, il y avait un énorme dessin. Et je l'avais posté une fois sur les réseaux, c'était une vieille femme courbée comme ça, hein, avec sur son dos la ville. Moi, je voulais que ce soit l'illustration de Casablanca Circus. Bon. J'ai quand même choisi la photo d'un Instagrammeur marocain qui rend compte de la ville. Mais cette photo, pour moi, ce tableau peint par une main anonyme, en fait, hein, il est tout à fait emblématique de la place et du rôle des femmes marocaines dans l'ensemble de la société. Je pense qu'elles transportent la société marocaine sur leur dos et je pense qu'elles la font tenir et je pense qu'elles la réparent tous les jours et elles sont un peu épuisées. Et il faudrait que les lois bougent. Et il faut que les hommes bougent aussi. Il faut que les hommes se rendent compte que les femmes sont à bout et qu'elles ne pourront pas continuer à porter comme ça toutes seules. Il faut que les hommes acceptent de porter avec elles et qu'ils entendent, en fait, les hommes n'entendent pas ce que portent les femmes. Ils ont tendance à les infantiliser, à minimiser les contributions, parce que ça leur fait peur aussi. Parce que prendre conscience de la puissance de vie du féminin, ça les oblige à remettre en question leur propre construction en tant qu'hommes. Il y a un très bel essai de quelqu'un que j'aime beaucoup, elle s'appelle Mona Chollet, et elle est française, mais sa grand-mère est palestinienne. C'est une fille formidable. Elle a écrit un essai qui s'intitule « Ce que le patriarcat fait aux hommes ». Et c'est un essai passionnant. Elle montre à quel point les hommes sont amputés d'une très grande partie d'eux-mêmes par les injonctions, en fait, du patriarcat. Ça les coupe de leur sensibilité, ça les coupe de leur affectivité. De leur part du féminin? Oui, tout à fait. Et donc, au fond, il y aurait une circulation beaucoup plus heureuse, en fait, des énergies entre les hommes et les femmes, si les hommes faisaient un petit bout de chemin vers les femmes, je pense. Écrire au Maroc en tant que femme libre, est-ce encore un acte de courage? Je ne peux pas dire que je suis très exposée. Franchement, je suis gâtée, moi, au Maroc. Hein. Je me sens
vais pas pleurer en le disant, mais franchement, je me sens aimée. Et donc, au contraire, c'est le minimum de la contribution que je puisse apporter. J'espère que ça sert à quelque chose, j'en suis pas sûre, mais ce qui est sûr, c'est que j'aime profondément. En fait, on dit j'aime mon pays, mais moi j'aime les Marocains. En fait, j'aime mon peuple. Voilà. Et c'est pour ça que je rêve d'être traduite en arabe, parce que j'écris pour les Marocains, en fait. Moi, j'écris pas pour quelqu'un d'autre. Et donc, voilà, je vais être émue, mais c'est pour ça que je suis rentrée. C'est pour ça que j'écris ici, de chez moi, de ma terre. Et c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est parce que je trouve qu'on rend pas justice, en fait, à ce peuple. Je trouve qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans la manière dont les gens sont traités, et il faut une prise de conscience. Il faut une prise de conscience de ceux qui pensent qu'ils sont des élites et qui en fait sont tout petits, qui souvent sont très insuffisants au regard de la patience, je trouve, et de la noblesse de ce peuple. C'est un peuple très noble, c'est un peuple qui supporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et quand il se révolte, on le punit. Et ça, franchement, ça me révolte. Et voilà, si vous me posez la question, c'est le fond de ma réponse. En tout cas, c'est bouleversant, comme je vous ai dit au départ de cette rencontre. Toutes ces émotions, toutes ces positions, toutes ces mises en lumière d'injustice, de blessures, de clivages, on les visite tout au long de cette lecture. Yasmine Chami, je vous remercie beaucoup pour cette rencontre. Merci je laisserai quelques minutes au public pour ceux qui souhaiteraient vous poser des questions directement. Mais je pense que c'est un vrai parcours de conversion et de prise de conscience, votre roman. Merci, je vous en remercie. Merci pour cette lecture très, très bienveillante. Si vous avez des questions, si vous souhaitez poser des questions. C'est juste pour lancer le process des questions. Le roman parle de ce bidonville en particulier, le Bahariyin, que tout le monde connaît, même si on ne connaît pas le nom, tout le monde est passé à côté. Sur l'Alq, à côté des restaurants. Ce bidonville n'existe plus depuis la sortie du livre. Il y avait deux bidonvilles, Bahariyin et Mouanou Brésilien. Dans l'intervalle, c'est pour ça que ton livre il est d'actualité encore plus. Quand on passe maintenant, il n'y a plus rien. C'est horrible. Il y a un parking. J'ai été au Wali de Casablanca, ça s'est passé après mon mandat. Je connais assez bien le sujet. On ne l'a pas traité comme ça jusqu'en 2000. Je sais. Mais peut-être maintenant Yasmine Chami a une responsabilité additionnelle qui va s'imposer à elle. Les bidonvilles ne sont plus là, mais les gens. Les Rachid, les Hakim, les Zahra, les Rahma qui sont partis, ils sont bien quelque part. Ouais. Mais peut-être que tu as maintenant la responsabilité d'écrire un autre livre. J'y pense. Non pas sur le bidonville. Non. C'est pas la construction. C'est les gens. Ce sont les gens. Et toi, tu l'as dit tout à l'heure, tu aimes les gens, tu n'aimes pas le Maroc, mais tu aimes les Marocains. Oui. Et ça se voit. Tel que tu as écrit ce roman, la relation que tu as développée avec ces gens-là, ou que même, plus exactement, a développée avec ces gens-là, ce n'est pas une relation d'un savant, un sachant qui vient faire des études ethnographiques, sociologiques. Non, c'est quelqu'un qui vit avec les gens, qui a ouvert son cœur pour que les autres ouvrent également leur cœur, pour qu'il fasse mieux son travail. Oui. C'est comme ça. Donc ces gens-là sont aujourd'hui quelque part. Ça serait utile. Oui. C'est vrai. D'écrire. Oui. La vie d'après. Oui. La vie d'après. Oui. La survie d'après, oui. Mais peut-être que tu as une responsabilité pour ces gens-là. Oui, non, mais ça, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est une vraie question. Je me la suis posée. Hein. Bien sûr, je me la suis posée quand j'ai vu que l'âne avait été écrasé comme ça. Et puis j'ai eu des entretiens avec des gens qui avaient vécu là. Et franchement, je n'en ai pas dormi pendant des nuits. Hein. La manière dont les tracts sont rentrés là et dont
Donc ça a été rasé, mais sans autre forme de procès, quoi. On leur a dit 3 jours avant, et en fait, ils se sont retrouvés sans rien. Ils n'y croyaient pas. Je crois qu'ils ont été prévenus avant, et en fait, ils n'y croyaient pas, parce que c'était toujours repoussé. Ils ont cru que ça serait indéfiniment repoussé, et puis un jour, c'est arrivé. Et j'ai beaucoup regardé, je ne sais pas si vous avez vu ça sur les réseaux sociaux, des gens qui, ailleurs, du côté de l'aéroport Mohamed V aussi, ont été expropriés de maisons. Mais alors, la question des bidonvilles, elle est problématique, parce que les bidonvilles sont souvent construits sur des terrains qui appartiennent à des gens. Et donc se pose la question de la propriété, évidemment, privée. Mais il y a des gens qui avaient leurs maisons, des maisons qu'ils avaient achetées sur des terres qu'ils avaient achetées, et qui ont été brutalement expropriées, et les maisons ont été rasées sous leurs yeux. Et il y a un Marocain, j'ai vu cette vidéo il y a 1 an, qui a pris sa carte nationale d'identité, et il l'a déchirée. Et il a dit, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus de ce pays. Et il était dans une colère, dans une tristesse, c'était profond. Ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et il y en a un autre qui a dit, même à Arza, ils n'osent pas faire ça. Et j'étais, encore il a bien tort, mais les gens, en fait, font le lien entre la violence politique coloniale et la dépossession radicale infligée par ces travaux d'aménagement. Alors, le Maroc n'est pas le seul pays où ça se passe comme ça s'est passé comme ça partout. Quand on lit, quand on étudie l'histoire de la construction de Paris, d'ailleurs Zola l'a très bien raconté, hein, dans Le ventre de Paris, mais aussi dans L'Argent. Il faut lire ce roman qui s'appelle L'Argent, et vraiment, il a été, lui, pas avec le dos de la cuillère. Hein. C'est le titre du roman, et il montre, en fait, à travers la saga des Rougon-Macquart, comment, en fait, à un moment, le baron Haussmann, qui était un des exécutants de l'empereur Napoléon III, un type qui était un affairiste en fait, hein, a fait de Paris en fait le lieu des affaires par excellence. Et les gens ont fait des fortunes colossales en expropriant les classes populaires et en les repoussant à la frontière de la ville. Et quand on va aujourd'hui à Paris, qui est une ville magnifique sur le plan architectural, en réalité, Paris est totalement vidé, quasiment la moitié de Paris, c'est-à-dire tout l'axe qui va du Marais, le 5e, le 6e, le 7e, le 16e, le 17e, en fait, hein, est totalement vidé de ces classes populaires. Les classes populaires, on les voit au moment des marchés. Hein, c'est des espèces c'est presque une sorte de folklore urbain de les voir débarquer. Et en gros, les classes populaires, elles démarrent à partir de République, hein, et de République plus loin. Mais ce phénomène qui consiste à vider les villes comme Marrakech, à vider les villes, en fait, de leur classe populaire, au profit de la gentrification des villes, en fait, c'est un phénomène mondial, et c'est un phénomène qui est, pour moi, profondément lié, justement, à l'idéologie capitaliste, à l'idéologie néolibérale, où en fait, il faut faire fructifier le centre-ville, finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Mais fructifier, ça veut dire, en fait, c'est de la prédation, ça veut dire le faire fructifier sur le modèle économique mis en place par, j'ai envie de dire, l'Occident dans les années, au milieu du 19e siècle. On n'en est pas sorti, malgré l'échec, en fait, des politiques urbaines occidentales. Pas tant. Hein, et ben, on reconduit, nous, chez nous, on continue de reconduire ces politiques, en fait, qui n'ont pas de sens et dont on sait très bien qu'elles sont des impasses et qu'elles produisent des ghettos, et que de ces ghettos naît la violence urbaine, la délinquance, tout ce qui nous fait peur, en fait, hein, tout ce qu'on ne veut pas voir arriver chez nous, et qu'on est en train de produire à grande échelle. Donc, c'est vrai que ça pose des questions quand même sur la cécité aussi des urbanistes et des politiques qui gèrent ces évolutions. Bonsoir. 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 Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci Yasmine pour ce bel ouvrage. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que ce livre remet au cœur des débats notre conception de l'évolution et du développement, que ce soit au sein des cités ou même personnellement. La question qui se pose aujourd'hui, c'est, même si on voit l'échec des politiques publiques ailleurs, on continue de copier quand même, comment concilier l'identité des villes qui sont en train de perdre leurs âmes avec ce besoin, parce qu'il ne faut pas l'ignorer non plus, constant qu'on a d'ériger de plus grands buildings, qu'on a de faire du centre des villes une place d'affaires, une place financière, et qui se conforme. Hein. Aujourd'hui, le centre de Casablanca ressemble au centre de Paris, qui ressemble au centre de Rio,
qui ressemble au centre D'accord. d'Abidjan, ainsi de suite, ainsi de suite. Comment on concilie ces deux problématiques? Merci. Ben, en tout cas, ce que le livre raconte, c'est que ça paraît assez inconciliable dans l'état actuel des choses. Et donc, ça suppose un effort de projection important et ça suppose aussi, chez nous, un véritable développement, d'abord de la conception de l'urbanisme, et une conception de l'urbanisme qui soit ancrée dans des réalités sociologiques et anthropologiques profondes. Ça veut dire qu'il va falloir faire un travail de reconnexion. Vous savez, la Médina ancienne, mon père il me dit toujours, Flumdina Dielna et Ville de Fès, et donc, bien qu'il soit casablancais, il est fasci. Et il me dit toujours, le Médina, il n'y avait pas, par exemple, de distinction. Nos voisins, on n'habitait pas un quartier parce qu'on avait de l'argent, on n'avait pas d'argent. Donc en fait, l'aménagement de la ville de Casablanca, d'ailleurs, c'est beaucoup dit dans le roman, les élites nationales ont pris la place des Français dans la ville. Et donc, elles ont reconduit la polarisation de la ville. Au lieu que ce soit quartiers coloniaux et quartiers indigènes, c'est devenu quartier riche et quartier populaire. Donc, en réalité, on n'a pas retravaillé à l'indépendance les héritages coloniaux. On les a assumés tels quels et on les a reconduits indéfiniment. Il y a des architectes en Afrique, alors je ne sais plus, le dernier architecte africain qui a eu un prix, je ne me rappelle plus de son nom, mais j'adore son travail. Il travaille en fait, il construit des lieux institutionnels, c'est un Ghanéen, en fait, qui tient compte de la réalité historique de l'habitat ghanéen. Et ça fait des lieux extraordinaires écologiques, complètement chauds en hiver et frais en été, avec des matériaux locaux, et donc pas d'importation, donc ça réduit le coût de la construction, ça permet aux gens d'investir l'espace. Par exemple, il a créé une bibliothèque nationale où les gens rentrent comme s'ils rentraient chez eux parce que c'est un espace familier, ça ressemble à leur maison, ça ressemble à ce dans quoi ils ont vécu. Il y a moins d'angoisse générée par ces institutions parce que, en fait, elles ressemblent aux populations. Et en fait, il y a une véritable déconstruction, en fait, des chaînes importées par le nord global dans le sud global, et il y a une réappropriation des héritages culturels et des héritages architecturaux locaux, endogènes, et je crois que c'est très important de faire ce travail-là. Je pense que la réflexion, elle passe par là, et je pense qu'il faut que nos architectes soient formés à ça aussi. C'est très important. Parce que la Médina, c'était une matrice, mais c'était une matrice où on pouvait vivre ensemble, on vivait vraiment ensemble, côte à côte, et où, en fait, les gens étaient riches et pauvres ensemble, et ce qui comptait, c'est qu'ils se connaissaient depuis des générations, en fait. Ils se connaissaient tellement bien que les riches se mariaient avec les pauvres, et ça n'avait aucune importance. Aujourd'hui, c'est inconcevable. Aujourd'hui, pour qu'une fille d'enfant épouse un gars de Dar Sultan, c'est une révolution culturelle. Ça n'existe pas, en fait. À moins que le gars ait fait Polytechnique et qu'il ait bossé pour Lazare. Voilà. Oui. Merci Yasmine pour ma présentation. Juste, j'ai deux observations concernant Casablanca. Casablanca, pour moi, que j'ai observé, il y a beaucoup de Casablanca. Bien sûr. C'est-à-dire chaque quartier a ses spécificités, sa culture, même sa prononciation, même son argot, etc. C'est rare. Contrairement à des villes comme Marrakech ou Fès, c'est pas toujours le cas. Alors, au Casablanca, c'est le cas. Aussi, j'ai une autre observation, c'est le regain d'intérêt pour le centre historique de Casablanca, malheureusement. Le centre et ses environs, il y a beaucoup, soit aujourd'hui, je donne l'exemple de boulevard Mohamed V, par exemple, et c'est-à-dire le regain d'intérêt pour le centre-ville et c'est-à-dire donner beaucoup d'importance à Naïf et au-delà. Merci. En fait, la ville, aujourd'hui, elle est administrée économiquement, majoritairement. Elle a été administrée politiquement, avec la mise au rebut, en fait, des quartiers qui étaient les sièges de la révolte. Le paradoxe, c'est que le quartier qui était le siège de la révolte, c'était aussi les quartiers qui étaient le siège de la révolte des indépendantistes marocains. Donc, en fait, ils ont été punis par les Français, puis après, ils ont été punis par le pouvoir politique marocain. Donc, bon. Moi, je pense par exemple à la Haïm Mohammadi, où j'ai beaucoup travaillé.
où je racontais à Saïd Hamidouche qu'il y avait une association que j'adore qui s'appelle Initiative Urbaine, qui en fait a décidé, une fois que les maisons de Dior Chebeb ont été fermées au Maroc, parce que c'était des lieux d'émancipation de la jeunesse populaire, et c'était aussi des lieux de prise de conscience politique, forcément, à travers la culture, à travers le théâtre, à travers la chanson. Ça a été fermé, et c'est un choix politique très lourd qui a fait que les jeunesses populaires ont été livrées à elles-mêmes, et puis elles ont été aussi environnées par des charognards, trafiquants de drogue, etc. Et donc elles se sont retrouvées, Al-Hayy Mohammadi, il y a eu beaucoup de jeunes drogués dans les années 2005, 2006, 2007. Moi je me souviens, je travaillais là-bas, et j'avais produit un documentaire qui a d'ailleurs été refusé par la télévision marocaine, qui s'appelait Nas el-Hayy. Et à l'époque, j'avais travaillé avec les anciens résistants qui étaient encore vivants et qui me racontaient en fait comment s'organisait la résistance à l'intérieur de l'Hayy. Et puis j'avais travaillé avec les gens, avec certaines personnes qui avaient été incarcérées à Dar Moulay Sharif, et donc en fait la mémoire du quartier autour à la fois de l'Kalian central et à la fois de Dar Moulay Sharif, et puis de Dar Shabab dans laquelle par exemple c'était construit le groupe Nesl Riwen. Donc en fait tout ça crée un écosystème social et culturel extraordinairement riche, on l'a vu, hein, et qui a été rasé sans autre forme de procès, qui a été anéanti. Je veux dire, c'est une des mémoires, c'est l'aristocratie populaire de Casablanca, c'est la mémoire de l'indépendance, c'est la mémoire des résistances au pouvoir central, c'est la mémoire de la gauche marocaine, c'est la mémoire de la musique populaire, et tout ça a été rasé. Et donc là, cette association, elle tente en fait de faire revivre ces mémoires-là chez les jeunes, et puis elle tente d'installer une culture démocratique. Ils ont créé une radio des enfants, un parlement des enfants, ils ont créé une école de danse urbaine, avec le hip-hop, avec des danses aussi casablancaises qui viennent de la Chaouia, du Harb. Donc il y a des initiatives comme ça locales qui sont magnifiques et qui font que la ville, c'est vrai qu'il y a une vie de quartier, la ville elle pulse et les gens savent d'où ils viennent. Mais quand on les déplace, ils ne savent plus. Quand on les déplace, le problème, c'est que c'est horrible, c'est comme ce qui se passe au sud-Liban. Vous rasez en fait des villages et il n'y a même plus de lieu d'ancrage des mémoires. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une rupture du récit, en fait. Hein? C'est plus qu'un déracinement, c'est une perte. C'est pas un déracinement. Quand on vous déracine, vous pouvez retourner chez vous. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quand on rase, il n'y a plus rien. Vous n'avez pas où retourner. Il n'y a pas de retour. Et donc vous êtes projeté dans une temporalité où vous êtes arraché, mais sans espoir de retour. C'est une palestinisation du monde. Je veux dire, on assiste à ça. Vous voyez ce que je veux dire? L'interdiction du retour à ce qu'on est, à ce qu'on a vécu, à ce qui nous a construit, c'est quelque chose de très très brutal dans la vie sociale d'un pays. Et on n'en a pas conscience aujourd'hui. Ce qui se fait, la manière dont ça se fait, c'est quelque chose qui vient raser en fait des mémoires. C'est-à-dire produire des populations sans lieu de retour, même de retour symbolique. On retourne voir la maison de ses parents qui a été achetée par quelqu'un d'autre, etc. Ok, ça c'est une chose. Mais quand elle est rasée, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va raconter? C'est ça en fait. Et il n'y a pas eu de production de récit. Donc vraiment, il y a un souci, mémoriel, et vous savez bien que la mémoire, elle est liée à l'identité. Donc on produit des gens avec des identités confuses, en lambeaux. Et je ne sais pas ce que ça va donner, franchement, je ne sais pas. Il y a une responsabilité politique et éthique dans le déplacement des populations. On ne déplace pas les gens comme ça. Merci. J'aimerais revenir sur quelques points que vous avez évoqués dans l'intervention. D'abord au sujet de l'écriture, le fait d'écrire Casablanca, de raconter Casablanca. Effectivement, Casablanca n'a pas été énormément raconté, notamment et surtout par les auteurs francophones. Mais elle l'a été quand même un peu par les auteurs arabophones, oui, tout à fait. dans les années 80, 90, par d'abord Mohamed Sifsel. Exactement. C'est à lui que je pense. Qui racontait peut-être pas les deux mondes, mais surtout un monde. Enfin, le monde des bas-fonds de Casablanca, les Mohamed Bousfoul, etc. Ceci dit, j'aimerais revenir sur
D'abord sur la notion de prendre soin. Enfin, j'aime beaucoup cette notion. Et puis votre proposition quant à taxer le bénéfice sur la valeur ajoutée en termes De soins. Oui, c'est un beau projet, je dirais, économique, hein, qui peut avoir de l'impact social. Et puis cette notion de prendre soin me ramène à une référence à Ibn Arabi, Mais bien sûr. qui disait لن تبلغ من الدين شيئا إن لم توقر جميع الخلائق. التوقير, il y a en même temps l'ihtiram, le respect, mais aussi le fait de prendre soin Oui. de tous les êtres, pas uniquement les êtres humains, mais tous les êtres Oui. humains. Et puis il y a également cette... donc en fait, tout ça, enfin, à travers tout ce que vous avez dit, fait apparaître peut-être, au-delà du projet personnel, un projet de société. Tout à fait. Et ce dont nous manquons aujourd'hui au Maroc, nous avons des projets, de beaux projets sur le plan économique, sur le plan technique, on a de belles infrastructures, Oui, mais bon. on a des ports, on a des autoroutes, etc. Mais on n'a pas de projet de société pour ce pays, pour ce peuple. C'est pour ça qu'on est perdu sur un certain nombre de choses, notamment pour la langue. On ne sait pas ce que ce pays, ce que ce peuple va parler dans 50 ans. On ne sait pas comment même il va l'écrire. Hein, parce qu'il va écrire déjà en caractère latin, avec des bizarroïdes, etc. Bref. Et puis il y a l'homme et la femme. On avait parlé beaucoup. Et puis, mais bon, toutes ces sociétés justement qui n'ont pas de projet de société fait que l'on produit aujourd'hui, du fait que l'argent est devenu la principale valeur, si ce n'est la seule valeur, on est en train de fabriquer la société, le système d'éducation, etc. On est en train de fabriquer des capitalistes, des crapulés. Oui. On a vraiment un système de fabrication de crapulés. Ah oui, tout à fait. Et je me dis, il y a certainement des choses à faire, mais bon, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour passer, je dirais, de l'aveu pieux à quelque chose de concret. Vous avez déployé des instruments, vous travaillez sur le plan, je dirais, sur la sociologie. Le roman aussi est utile, je dirais, dans ce sens. Mais peut-être, enfin, on a évoqué tout à l'heure, sa traduction en arabe peut avoir aussi peut-être un impact. J'adorerais. Mais il y a lieu de faire quelque chose sur le plan du système d'éducation, etc. Parce que si on veut demander aux hommes de faire un bout de chemin Vers les femmes. vers la femme, en fait, j'allais presque dire que ce n'est pas de leur faute. Non, pas du tout. C'est tout un système. Bien Donc, sûr. comment, par quel bout le prendre, selon vous? Désolé. Moi, je sais que ma contribution personnelle, ce sera cet essai sur le matrimoine, parce que c'est un essai qui va tenter je vous le confie, parce que de toute façon, il est en cours, il est déjà avancé, qui va tenter de conceptualiser la notion de matrimoine et qui va en extraire des valeurs politiques. Donc, en fait, un système de valeurs alternatif à celui qui nous gouverne et qui nous permettrait déjà d'avoir un socle nouveau pour penser ce que nous souhaiterions comme type de société. Ça, je crois que c'est... En tout cas, moi, en tant qu'intellectuel, c'est ce que je peux faire. Je ne peux pas aller beaucoup plus loin que ça, mais... et en fait, l'idée qu'on a eue, l'idée que j'ai proposée au professeur Mbembe, c'est qu'on crée le dictionnaire du matrimoine, auquel je demanderai bien sûr à de nombreux sociologues et historiennes marocaines de contribuer, avec un référencement des pratiques des sociétés africaines en particulier, de ces pratiques du soin et de ces pratiques démocratiques que ces sociétés savaient mettre en œuvre avant la colonisation, avant la perturbation des écosystèmes endogènes,
dans lesquelles vivaient nos peuples, en fait. Et bien sûr, il ne s'agit pas de rejeter, de toute façon, la période coloniale fait partie de notre histoire. Nous y avons appris des choses et nous avons perdu des choses. Et donc, il s'agit de répertorier les savoirs qui sont déjà à notre disposition, mais que nous ne sommes même pas capables de voir. C'est-à-dire que nous disposons d'outils. Par exemple, vous avez entendu parler de ce Qasr Ait Ben Hiddou? Oui, Qasba. Non, c'est Qasr. C'est Qasr Ait Ben Hiddou, c'est à côté de Ouarzazate. Et là-bas, il y a une maison de l'oralité qui a été construite par une pilote marocaine, une pilote de ligne, qui a 4 grands-parents berbères et qui a décidé de retourner dans ce Qasr et de répertorier l'ensemble des histoires et des pratiques liées à l'écosystème endogène de ce Qasr. Et ce qui est absolument fabuleux, c'est qu'elle a découvert des modes de gestion démocratique de la terre, hein, avec la tradition des Aouhesh pour l'expression en fait, des femmes à l'intérieur des communautés masculines. Elle a découvert une répartition des terres qui ne reposait pas sur la propriété privée. Les terres restent toujours propriétaires du collectif, mais elles sont attribuées en fonction du nombre de bouches à nourrir par famille. Et puis une fois que la famille se transforme, il y a des terres qui reviennent dans le collectif ou alors d'autres qui sont ajoutées. C'est à l'occasion d'ailleurs de ces partages-là que s'est posée la question de l'héritage des femmes souléliettes, qui a été une des grandes batailles des femmes rurales marocaines qu'elles ont fini par gagner grâce à l'appui des féministes urbaines. Donc on sait aussi fédérer les forces des femmes, les rurales et les urbaines ensemble pour imposer des changements législatifs importants. Et donc il y a des tas d'autres pratiques. Par exemple, ce que j'ai trouvé magnifique dans cette maison de l'oralité, c'est qu'ils ont répertorié une coutume d'une finesse qui dit la société marocaine, ce dont nous sommes capables. Quand quelqu'un vous invite, vous savez qu'il va égorger un des animaux qu'il possède. Et dans ce qasr, chacun sait ce que les autres possèdent. D'accord ? Et quand l'étranger arrive, alors donc en fait, quand on vous invite, vous savez ce dont dispose la famille, et il y a une manière de refuser l'invitation avec des arguments qui n'offensent pas celui qui vous invite, mais qui lui permettent de préserver ce qui le fait vivre. Et donc ce sont des codes de sociabilité. C'est comme swab. On sait ce qu'il faut dire, à quel moment il faut le dire, comment il faut le dire, et on sait comment on le reçoit. La parole circule, et elle circule dans une harmonie qui tient justement à la densité historique de ce lieu, qui n'est pas seulement un lieu géographique, mais qui est un lieu habité depuis des générations par des humains. Et donc c'est ça qu'on rase quand on rase un écosystème. Et ce qu'a montré, elle s'appelle Mouna, son nom de famille c'est Mouna, son prénom je ne me rappelle plus, elle est extraordinaire. Et en fait ce qu'elle a démontré, c'est que quand les étrangers sont arrivés dans cet écosystème, quand les touristes arrivent, parce que bien sûr c'était un qasr tellement bien conservé qu'il y a des tas de touristes qui débarquent, eh bien ils se font inviter, c'est normal, l'étranger, il y a la tradition de l'hospitalité, donc forcément on invite l'étranger. Les touristes étrangers ils disent oui, parce qu'ils ne connaissent pas l'écosystème. Et donc ils perturbent complètement l'équilibre économique des familles. Et c'est une dévastation à l'intérieur du qasr. Et donc il a fallu, à travers la maison de l'oralité, apprendre aux habitants à gérer le flux d'étrangers mais ça a perturbé les valeurs traditionnelles d'hospitalité. En fait, on les a déshospitalisés, si vous voulez, pour qu'ils puissent résister à ce flux. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ce sont tous ces écrasements systémiques, en fait, qu'on ne mesure pas quand on rase. Et que ceux qui mettent en place les politiques publiques et qui parlent de développement, eh bien, leur responsabilité initiale, c'est de faire venir des anthropologues, de comprendre comment fonctionne cet écosystème qui s'est mis en place, qu'est-ce qu'il protège, qu'est-ce qu'il permet, qu'est-ce qu'on va écraser quand on va écraser, comment est-ce qu'on peut déplacer sans écraser. Par exemple, quand on prend une communauté et qu'on déplace les gens ensemble, c'est déjà moins violent que de déplacer individuellement et d'éclater les gens aux 4 coins du territoire. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout ça, ce n'est pas fait. Il y a déjà une manière de travailler main dans la main, d'accord ? De mettre en place, d'implémenter des études, en fait, anthropologiques qui permettent de rendre compte des modes de vie, d'archiver les mémoires des lieux pour qu'elles ne soient pas perdues, pour que ce pays avance sur ses 2 jambes, et ensuite, peut-être, d'imaginer une réhabilitation, en fait, des lieux quand c'est possible, plutôt que leur écrasement. Pourquoi est-ce qu'on ne réhabilite pas ? C'est une question.
C'est parce qu'on a autorisé la prédation, en fait, à être le pilier de l'aménagement urbain. L'aménagement urbain, aujourd'hui, il est conditionné par les passe-droits de certains promoteurs immobiliers qui corrompent les instances locales et qui ont des autorisations de construire dans des lieux où ils ne devraient pas les avoir. Et donc le travail des autorités locales, qui consiste à protéger les populations qui vivent là, ben, il n'est pas fait. Et la première chose à faire, à mon avis, c'est de combattre la corruption. Cette corruption-là, elle est insoutenable. Et on peut la combattre. On peut, mais c'est une volonté politique. Et ça veut dire que, bien sûr, on va perturber aussi une sorte de stabilité qui s'est construite sur, justement, ces arrosages généralisés. C'est ça le problème. Et quand on déstabilise le N-3 de l'administration, bah, ça peut produire des effets politiques importants. On est piégé là-dedans aussi. Mais il faut le penser. Il va bien falloir qu'on finisse par le penser et qu'on finisse par le mettre en œuvre. Parce que sinon, c'est plus un pays. C'est un gruyère. Et dans un gruyère, n'importe qui peut rentrer. Mais bien sûr. Quand les sionistes rentrent au Maroc, ça veut dire aussi que ben, la société est un gruyère et que, parce qu'on doit souscrire à cet impératif permanent de fuite en avant, de développement, sans penser le développement, eh ben, on va demander à des gens de venir d'amener de l'argent, des projets, etc., pour avoir l'illusion qu'on se développe, et on ne sait pas trop ce qu'on développe, en fait. On ne sait pas ce qu'on développe quand on se développe. On ne se développe pas. On développe quelque chose, mais quoi? Vous voyez? Merci à vous pour vos questions. Merci Yasmine Chani, c'était passionnant. Merci à vous. Merci à vous, merci beaucoup pour vos questions. Oui. Pour prolonger juste le propos sur la difficulté du logement à Casablanca. Peut-être aussi il faut regarder les choses de façon peut-être un peu plus, comment dirais-je, plus globale. Dans une ville comme Casablanca, aujourd'hui on estime qu'il y a quelque chose comme 70 000 ménages qui vivent dans les bidons. 70 000 ménages, c'est 250, etc. Mais s'ils persistent de façon importante, c'est qu'ils bénéficient à des gens, ou à des groupes de gens, ou à des... Et il faut absolument faire en sorte que les gens, ce système de bénéfice de l'existence du bidonville, qu'on y mette fin. Et là, on peut débattre longtemps sur la façon de faire. Et il y a des choses qu'on essaie de faire dans des villes, dans des quartiers. Certaines donnent des résultats, mais certaines, il faut continuer à lutter pour que ça ne devienne pas la situation qui est... Il n'y a pas que les fonctionnaires corrompus, il y en a, naturellement. Et il n'y a pas que ça. Je sais qu'il y a des habitants qui, en fait, déclarent un certain nombre de personnes pour avoir droit à un certain nombre de logements. J'ai vu tout ça. Source, des gens, ils veulent absolument s'accrocher à ça parce que c'est devenu une source de revenus pour ces gens-là. Ils se disent ça ne sert à rien, pour certains, d'aller travailler au SMIC et je vais m'endetter pour acheter un appartement à 250 000 dirhams, il me faut 20 ans pour le faire. Avec ce genre d'opération, j'attends le moment venu, suffisamment longtemps, il y aura toujours un programme qui viendra, on va me recenser pour bénéficier de... d'un logement. Et je vais l'avoir quasiment... On va même générer d'autres bénéficiaires, c'est-à-dire le ménage, il se fait éclater et il devient 3 ménages. Je sais. Après, on loue les appartements, etc. Pour dire la complexité aussi que l'on a à gérer. Il y a aussi des crapules. Mais bien sûr. Mais il y a des crapules partout. Non, mais je sais, bien sûr, je sais tout ça, bien sûr, c'est évident. Il y a des tout. Les choses sont... Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Donc, ça veut dire simplement que c'est difficile et il faut corriger le tir à chaque fois. Bénéficier des erreurs du passé et essayer de faire des actions pour l'avenir mieux construites. Le bidonville le plus important de Casablanca, il ne se trouve pas à Anfa, dans la préfecture d'Anfa. Il se trouve à Sidi El Barnossi. Sidi El Barnossi, on a un bidonville qui s'appelle Hamna. Je le connais. Le bidonville de Hamna, qui n'est pas très connu par les Casablancais, je parle de manière générale, parce qu'on n'a pas l'habitude, peut-être pour les gens de Anfa, de Maharib, de Hassani, d'aller de ce côté-là. Il y a 8000 ménages à lui seul. Dina. Je le connais bien. Même utilisé avec le site
le foncier, il n'est pas suffisant pour loger ou reloger 8000 personnes. Quelle que soit La configuration. il faut bien les amener dans d'autres coins de Casablanca ou à côté de Casablanca. Et ce n'est pas simple aussi de faire sortir les gens. Comme vous leur dites, vous allez à Mediolet, ça coûte là, je préfère rester ici. Il n'a pas toujours tort, parce que l'école des Louledo, elle est à côté. Son travail. Son travail. Parce qu'il est cordonnier, il vit aussi avec ça. Oui. La vie n'est pas uniquement le logement. Mais oui. خواننا في سوس كيقولوا الحانوت كيدير الدار الحانوت au sens du commerce, au sens de l'activité, au sens du business. الحانوت كيدير الدار. الدار ما تسدش الحانوت. الدار ما تسدش الحانوت. Et quelquefois, dans les opérations de relogement, on a pensé dans les politiques publiques exclusivement logement, on n'a pas pensé aux gens comme des acteurs économiques qui ont besoin de leur... Donc, il y a des efforts qui sont faits, là, mais les choses ne sont pas simples. Non, bien sûr, c'est pas simple, mais par exemple, si on a un projet politique, si on a une vision politique du relogement, on articule justement les politiques publiques à la nécessité de loger les gens, mais aussi à des études anthropologiques locales qui permettent de prendre en compte les écosystèmes et les intérêts des gens à être là où ils sont et à penser des solutions de proximité, par exemple. C'est-à-dire on peut déloger les gens pas trop loin, pas jeter des gens qui étaient à l'Anqr, à Rahma. Avant que ça se construise. Comment ils vont faire? C'est pas le pire, Rahma. Ouais, Rahma. Maintenant c'est bien. Non, mais maintenant ça va. Mais maintenant c'est beaucoup plus loin. Je sais. Et donc ils se retrouvent le khla en fait. Ils appellent ça le khla, Romain. Mais je voulais finir par ce point-là. Moi, ce que j'ai constaté de mon expérience, c'est que dans tous les gens qui travaillent sur ces sujets, et il y a des gens sérieux, il y a des gens honnêtes, qui se battent même contre eux, c'est des administrations quelquefois qui se battent contre des administrations parce que les logiques des administrations ne sont pas les mêmes. Mais ce qui manque en revanche, on a des architectes, on a des responsables de ceci, responsables de là, mais les gens qui ont le regard sociologique, ils manquent totalement mais oui, je sais. dans ce genre de commission. C'est dommage. J'ai demandé, pour ma part, que les chercheurs puissent travailler sur des gens qui ont été déjà déplacés, de regarder leur vie avant, un travail social, et leur vie après. Et de regarder même, par exemple, leurs enfants, la réussite scolaire de leurs enfants avant et la réussite de leurs scolaires après. Les nombres de divorces qu'il y avait avant, le nombre de divorces qu'il y avait. Ça manque beaucoup pour aider aussi les décideurs publics à mieux ajuster le tir pour l'avenir. Et je pense que les chercheurs en sciences sociales, ils ont un rôle très important. Mais il faut les mandater. De ces commissions, et que l'IDARAT aussi devrait... Il faut les prévoir dans les cahiers de charges de ces projets-là. Et c'est des choses parfaitement de l'ordre du possible, et ça commence à se faire. Mais tant mieux. C'est une bonne nouvelle. C'est une très belle illustration de ce débat passionnant que provoque finalement Casablanca Circus. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore lu ou ne l'ont pas, je vous invite à profiter de la présence de Yasmine Chami pour faire signer votre exemplaire. Donc on prend quelques minutes, ils sont juste là si vous voulez les récupérer. Et Yasmine Chami est encore là avec nous quelques minutes pour une signature. Je commence par moi-même.